bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous Marion. Bonjour Jean-Michel, bonjour messieurs. Que je n'ai pas besoin de présenter, qui est historienne. C'est aussi une femme battante et combattante pour la vérité des idées et la vérité des faits. Alors nous allons parler aujourd'hui de l'actualité. L'actualité est plus que brûlante. Je ne dirais pas que nous nous trouvons dans une situation pré-révolutionnaire, mais en tout cas nous nous trouvons dans une situation pré-insurrectionnelle ou même carrément insurrectionnelle. Que ce soit la nuit debout, il y a eu hier à Nantes des événements assez violents, mais plus encore rue de Vaugirard. Et comme d'habitude, il faut le souligner, la presse, l'agent journalistique fait extraordinairement bien leur travail de menteur professionnel, menteur par omission, puisque on n'en parle quasiment pas. Alors bien sûr, il y a les inondations, c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est grave, on ne peut pas dire le contraire. Alors, Marion, allons-y, évoquons ces événements. Alors, moi j'ai regardé ce que pouvait être la horde qui s'est ruée sur des commerces rue de Vaugirard, qui est rentrée dans les boutiques, qui a terrorisé la population. Moi j'ai un regard d'historienne, ça me rappelle quand même beaucoup ce qui se passe avant la chute des Tuileries à Paris, au mois de juin-juillet 1792, quand la foule absolument chauffée à blanc, alors c'est une foule de chômeurs, beaucoup, de gens qui ne sont pas chômeurs, mais qui, par la flambée du prix du pain, n'arrivent plus à se nourrir à bon prix, donc qu'on peut facilement stipendier pour aller... on sait que celui qu'on a appelé Philippe Égalité, qui était en fait le duc d'Orléans, le cousin du roi, a stipendié énormément de manifestants. Stipendié, c'est-à-dire qu'il il les payait. Il les payait, voilà, il faut bien préciser. Il les payait, oui, il les payait pour aller faire le coup de main, pour aller terroriser la population. Et moi, ce que j'ai vu de Vaugirard, ça m'a rappelé notamment ce qui se passait à la veille, les quelques jours avant, disons quelques semaines, une semaine, 2 semaines avant la prise des Tuileries, qui le 10 août 1792, quand les autorités révolutionnaires ont fait venir de Marseille ce qu'on a appelé les fédérés marseillais, qui n'étaient pas du tout fédérés, parce que les fédérés marseillais, à savoir la garde nationale de Marseille, étaient comme la garde nationale d'ici et d'ailleurs, elle était aux frontières. Donc ce qu'on a fait venir à Paris comme étant la garde nationale, eh bien c'était les raclures de ce qu'ils avaient pu ramasser. Oui, les bas-fonds. Hein. Les bas-fonds, qu'on a amené à Paris pour semer le chaos. La racaille de la racaille. La racaille de la racaille. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu. parlait du lumpen. Le lumpen prolétariat, voilà. Le prolétariat en haillons. Alors, c'est un peu... Qui n'était pas forcément, excuse-moi Jean-Michel, c'était pas forcément d'ailleurs ni des Marseillais ni même des Français. Alors, j'allais y venir. Hier, rue de Vaugirard, il y avait soi-disant une centaine de casseurs. Il n'y a pas eu d'arrestation. Ils ont dû, c'est pas moi, c'est pas nous. On n'arrête jamais ces gens-là. C'est curieux. On arrête des Français tout à fait ordinaires dès qu'ils ont. Rouler à 75 au lieu de 70, vous allez voir. Voilà, c'est dramatique, c'est tragique et c'est criminel. On transgresse la loi. Mais ces gens qui ont dévasté 30, 40 vitrines de commerçants en terrorisant les commerçants aussi, c'est-à-dire que les gens ont craint pour leur vie, si j'ai bien compris. Montre bien qu'il y a des agitateurs, mais plus que des agitateurs. Alors, j'y viens, la fameuse voiture brûlée dont les images ont fait le tour de la France. On voit un gars qui manie une espèce de gros truc, il essaye de casser la vitre, qui est une vitre solide, de la voiture, du véhicule de police, mais en fait, il était américain. Oui, j'ai vu ça, c'était un américain. Alors, on va pas tomber dans le complotisme en disant que c'est un agent de la CIA, je ne sais quoi. Mais en tout cas, on sait très bien que ce qui se passe à Paris pourrait ressembler à une esquisse de démarrage de révolution colorée. Il y a des gens qui sont en embuscade, comme M. Mélenchon, n'est-ce pas? On sait très bien que ce soit à Calais, les No Borders, sont des gens qui viennent de toute l'Europe. Donc il y a aujourd'hui une convergence. Alors, un mot là-dessus, peut-être, Marion? Je pense que c'est l'organisation du chaos. Pour ce qui regarde la révolution. C'est quand même joli, l'organisation du chaos. C'est l'organisation du chaos. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, avec le recul... On prépare l'anarchie. Voilà. On prépare le chaos. Je pense, par exemple, aux Marseillais, aux fameux Marseillais, qui ont été lâchés dans les rues de Paris avec... véritablement, on leur a donné tous les droits, on leur a dit, vous pouvez y aller. Ils ont brutalisé des gens, ils ont même tué un passant, sans que les autorités réagissent. C'est-à-dire que c'était absolument voulu. Et le roi suppliait
supplié l'Assemblée nationale de rétablir l'ordre et de prendre des mesures, et le roi n'était pas écouté. Ça veut dire que le chaos était organisé. Le chaos était organisé. C'est quoi organiser le chaos? Eh bien, c'est rassembler suffisamment de forces dont on sait qu'ils seront violents, qu'ils n'auront absolument aucun scrupule, et que la vue du sang non seulement ne leur fait pas peur, mais les excite, et de les lâcher sur une population qu'on aura au préalable désarmée. Alors, je voudrais mentionner la Révolution française et la psychologie des révolutions de Gustave Le Bon, qui est grand génie, qui était l'éditeur de Henri Poincaré, l'homme qui a découvert la relativité avant Einstein, et dont Einstein s'est inspiré. Gustave Le Bon lui-même, qui était aussi physicien, avait trouvé la conversion de l'énergie et de la matière. Cet homme a fait la fortune de beaucoup de personnages célèbres à l'heure actuelle. Par exemple, Moscovici, le père de notre commissaire européen, a puisé et a pillé dans Gustave Le Bon, également Emmanuel Todd. Ce qu'il y a, ça, on a tout à fait le droit d'aller s'inspirer. Les historiens, ça commence par lire le travail des autres. Voilà, mais il vaut mieux les citer. Et comme Einstein n'a pas cité Poincaré, ni Emmanuel Todd, il faut quand même rendons à César ce qui appartient à César, et non pas aux plagiaires, mais aux pilleurs ce qui leur appartient, ou à Moscovici, le fameux psychanalyste. La Révolution française et la psychologie des révolutions, c'est une lecture très particulière, très inédite. Gustave Le Bon, à cette époque-là, publie son livre en 1913. C'est un vieux monsieur. Il est né en 1841, donc il a plus de 70 ans. Et le livre donne une lecture tout à fait inédite. En appliquant les lois, il dit d'ailleurs des choses, on ne va pas détailler son livre, mais dit que par exemple, les seules idées, tout est résumé dans liberté, égalité, fraternité. Alors la fraternité, tout le monde s'en fiche, sauf peut-être Monsieur Valls qui voudrait la remettre. Monsieur Valls prépare une loi qui s'appelle un projet de loi égalité, citoyenneté. J'en dirai un mot tout à l'heure. La liberté, on s'en contrefiche, mais par contre l'égalité est un mot extraordinairement porteur. C'est le nivellement par le bas, l'égalité. Voilà, le nivellement par le bas, mais c'est une espérance quasiment messianique qui aujourd'hui est toujours à l'ordre du jour. Que le peuple ne réclame jamais au demeurant. Le peuple ne réclame jamais de l'égalité. Le peuple en général a des poussées, on dirait en psychanalyse des pulsions. Gustave Le Bon, qui a inventé beaucoup de choses, parle d'impulsion. Alors il veut effectivement que les choses se déblayent, mais très rapidement il en a marre. Il en a marre mot vulgaire peut-être, mais il en a marre des révolutionnaires et de ceux qui lui promettent le paradis pour demain, le paradis sur terre. Et on voit que sous la Convention, on va avoir, et plus encore sous le directeur, près de 60 départements en révolte totale. Personne ne le dit, mais le peuple, la France est révoltée contre la Révolution. Mais la Révolution, c'est le contraire du peuple. Je peux donner un exemple. Oui, Bon. Qu'est-ce que c'est que la République ? La République, c'est la dictature de la minorité. Mais c'est pas seulement de la minorité, c'est de la minorité, de la minorité, de la minorité, de la minorité. Je m'explique. Je représente le Parti Socialiste. Mais d'emblée, la Première République, comment a-t-elle été instaurée ? Alors, la chute des Tuileries, on pourra y revenir à un autre moment, mais parlons de les gens qui ont décidé de la proclamation de la République. En 1792, il y a 25 millions de Français, dont 20 millions de paysans. Voilà, on sait ça. Pour être élu au suffrage universel à la Convention c'est une fois que le roi est tombé, la Convention ça va être la nouvelle assemblée qui va se réunir et qui va décider du sort de la France maintenant que le roi est en prison. Voilà, c'est ça une Convention. Donc on va dire, on va sortir du suffrage censitaire qui voulait qu'on ne puisse être élu que si on possédait tant de biens. Voilà, on va démocratiser, on va dire suffrage universel. Alors universel pour les hommes, pas pour les femmes, ça fait que j'ai exclu déjà une bonne moitié. Il fallait avoir plus de 21 ans, ça c'est normal, plus de 21 ans, c'est-à-dire qu'on ne vote pas quand on est gamin, mais il fallait être non chômeur ni domestique. Il fallait pas être chômeur. Fallait être au travail. Alors que vraiment, l'effondrement du travail dès le début de la Révolution, c'est une catastrophe. Les gens perdent leur travail puisqu'il n'y a plus de corporation pour les... Il n'y a plus rien. Donc, c'est l'anarchie. C'est le règne de l'anarchie et de la terreur.
De la terreur. Non mais de la terreur. Incidemment, pas d'historien sans source. Une excellente source sur cette terreur, il faut lire Hippolyte Taine. Non pas la terreur, l'anarchie, le chaos. Sur lequel s'appuie beaucoup Gustave Le Bon. Hippolyte Taine, alors qui n'est pas bon à 100%, parce qu'aucun historien n'est bon à 100%, on pourra y revenir à une autre occasion, mais Hippolyte Taine explique bien cette... Il écrivait à la fin du 19e siècle, voilà. Voilà, donc je reviens il se démarque des autres historiens. Oui, et il a été violemment attaqué par la gauche et brillamment défendu par Augustin Cochin. Alors, deuxième source, Augustin Cochin, à lire, toutes affaires cessantes. Vous voulez comprendre la Révolution française. Et si l'on veut comprendre les événements actuels, on aurait intérêt à relire la Révolution, l'histoire de la Révolution française et la Révolution bolchevique de 1917. Il faudra que nous y revenions, qui s'est directement inspiré, Marx s'est inspiré de la Révolution française, comme la Révolution jeune turque à Constantinople, qui s'inspire des Jacobins, qui se revendiquent d'ailleurs du jacobinisme. Alors, je reviens, absolument. Donc, je reviens à cette fameuse élection qui va donner naissance à la République. Donc, une fois qu'on a éliminé les chômeurs, les femmes, les trop jeunes, etc., il ne reste plus que 7 millions. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel. Le suffrage universel. Il ne reste plus que 7 millions. Il ne reste plus que 7 millions d'électeurs. Voilà. Bon, mais 7 millions, ça fait quand même encore un nombre. Hein. On va dire que 7 millions va pouvoir diriger éventuellement la France. Voilà. Donc, ces 7 millions, pour qui vont-ils voter? Ils ne vont pas élire des députés. Ils vont élire des délégués qui vont élire des députés. Suffrage universel indirect. Et savez-vous quand se sont élus les députés? Non, les délégués. Ils sont élus en assemblée primaire qui se réunissent la nuit, pendant que les gens dorment. Mais la loi Guissot a été votée en pleine nuit. On rajoute des petits codicilles au projet de loi qui n'ont souvent rien à voir. Les lois se débattent devant des travées vides avec une dizaine de gugus qui tournent des clés pour voter. Voilà. Non mais c'est vrai, il suffit d'ailleurs de regarder certaines images à l'Assemblée nationale, on voit bien que tout est vide. Où sont nos représentants, nos fameux soi-disant députés? On va pas dire qu'ils dorment, ils sont certainement au restaurant, ou je sais pas, avec leur bon ami. Bon, donc ces délégués vont être élus par des assemblées qui siègent la nuit pendant que les gens dorment, et la campagne électorale, parce qu'il y a une campagne électorale, s'est faite pendant les massacres de septembre. Alors je parle de Paris là, dans les campagnes c'était bien évidemment autre chose. Je parle de Paris précisément. Paris c'est quand même 500 000 habitants. 500 000 habitants, c'est une grosse ville, c'est une métropole. Donc le sang coule à flot dans les rues de Paris. La campagne électorale se fait pendant les massacres de septembre. C'est une épouvante. Les gens sont obligés toutes les nuits de laisser la lumière allumée chez eux. Et ils sont susceptibles de visites domiciliaires au milieu de la nuit, d'être envoyés dans les prisons et massacrés comme... C'est une horreur. Et on paye les massacreurs. Ils sont rémunérés au nombre de cadavres. Exactement. Les massacreurs ont été rémunérés par la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'était le gouvernement issu de l'horreur, de l'atrocité du 10 août. Donc là, nous sommes début septembre. La campagne électorale va avoir lieu dans ce climat de terreur. Mais c'est pas de terreur, on n'a pas seulement peur, on est horrifié. Le sang coule dans les rues. Il y a des rues de Paris où on est obligé de... je veux dire, c'est de la boue. C'est de la boue. Mais les têtes se promènent sur les pics et quand on dit, on ne se contente pas de tuer les gens, on les martyrise. On les martyrise, enfin c'est bon, je m'interdis de faire des descriptions. Non, parce que je voudrais qu'on revienne au temps présent. Donc oui, absolument. Alors voilà, tête exposée et atrocité, ça se fait dans les rues de Paris. C'est pas. Et donc Daesh, c'est même une plaisanterie à la limite quand on compare à ce qui se passe. Ce sont des bons élèves. Ils ont de qui tenir. Donc pendant cette campagne électorale, des délégués vont donc être élus et ils vont élire les députés qui vont être ceux qui vont faire la République. Eh bien, les députés ont été élus dans la salle des Jacobins, c'est-à-dire le siège de la franc-maçonnerie, et pas autre chose. La salle des Jacobins, c'était un réfectoire d'un couvent dédié à Saint-Jacques, d'où le mot de Jacobin. C'est là qu'avaient lieu les grandes réunions, c'est là que se préparait la Révolution. Donc ça s'est fait à la salle des Jacobins, à voix haute, par appel nominal et en public. Pendant qu'on massacre à l'extérieur, mais quelle est la liberté
Non, mais il est bien clair que lors de la convention, les conventions... On est Oui. députés parisiens, là. Oui, mais les conventionnels travaillaient dans des comités, ne venaient pas siéger, et que toutes les décisions étaient prises par une dizaine de braillards forts. C'est celui qui criait le plus fort. C'était le plus féroce, le plus brutal. C'était les Robespierre, les Hébert et compagnie, et Marat. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être un jour réhabiliter Charlotte Corday comme une sorte de Jeanne d'Arc. C'était une sorte de sainte. Normalement, il faudrait y songer très sérieusement. Nous ne parviendrons pas à démythifier la Révolution française, vous et moi. Si, ça vient. À nous seuls, non, mais il y a du monde sur le. Il y a du monde sur le. On regarde des événements d'aujourd'hui. Donc, c'était une toute petite poignée d'individus qui faisaient des lois. Parfois sous la pression d'émeutiers qui envahissaient la salle de la Convention. Des émeutiers qui étaient payés par les mêmes. Ou la commune de Paris, et la Convention d'ailleurs, comme vous venez de le dire, Marion, prenait des dispositions juridiques, adoptait des lois qui étaient remises en question, abrogées un jour ou 2 jours après. 2 jours après. Alors, je vais revenir, sur ces 7 millions de votants, seuls 700 000 se sont déplacés. Il y a eu 90% d'abstention à la Convention. C'est-à-dire que 10% seulement du corps électoral a voté pour la Convention. Au regard de la population, c'est 2,8% de la population. Eh bien, sachez que ça donnait en tout 749 députés. La République a été proclamée par une convention qui n'avait pas pris le temps de laisser venir les députés de la province. Bien sûr. Et ils avaient fermé les portes de Paris pour des raisons de sécurité. Donc, les seuls qui ont voté pour des raisons de sécurité, les seuls députés qui ont voté l'abrogation de la royauté et voté la République, ce sont les 2/5, c'est-à-dire 40% de ceux qui auraient dû siéger. Ceux-là ont été élus dans les conditions que j'ai dites, c'est-à-dire par des délégués qui ont décidé ce qu'ils voulaient la nuit et puis par acclamation. Oui, c'était la nuit debout déjà, avant la lettre. Eh bien, ces gens représentaient en nombre 1,1% de la population. C'est eux qui ont fait la République. La République a été la décision des représentants de 1,1%. Marion, on s'arrête. On va faire le procès de la République actuelle. C'est ça qui nous intéresse aussi. Hein, allons-y. Madame Hidalgo nous annonce qu'elle va établir dans Paris d'abord un camp pour les réfugiés. C'est-à-dire qu'on va installer la jungle à Paris, la jungle de Calais. Alors c'est vrai qu'il y a encore le long de la Seine, il y a il y a des friches, des friches industrielles qui peuvent être occupées, mais à quel titre? À quel titre? Mais c'est plusieurs camps. Et j'entendais des gens bien intentionnés ce matin, je crois que c'était sur France Inter ou France Culture, qui nous disaient mais on va peut-être aussi réquisitionner des logements dans le 16e. Alors j'ai découvert qu'il y avait un projet de loi qui a été enregistré le 19 avril 2016, c'est-à-dire il y a peu de temps, projet de loi propulsé par le Premier ministre et par Madame Cosse, vous savez, je vois bien Madame Cosse, la grosse cocu. Il faut l'appeler par son nom, hein, qui s'appelle Égalité et Citoyenneté. Alors, donc, c'est promouvoir la liberté des jeunes, mais qui, quand dans ces articles 30, 35, enfin entre 30 et 35, montre qu'il va y avoir une répression dure, une répression accrue, mais sévère à l'égard des municipalités qui refuseront leur quota de logements sociaux. Les logements sociaux, c'est les 400 migrants, non pas qu'on adopte par jour, mais je crois que c'est par semaine actuellement, qui arriveront d'Italie ou de Grèce, que sais-je, donc 400 migrants, mais qui vont venir s'ajouter aux 200 000 immigrants légaux habituels qui entrent chaque année en France, et aux 200 000 clandestins qui de toute façon entrent en France chaque année. Comment peut-on arrêter ça? Comment peut-on les arrêter? J'entendais le grand altruiste, humaniste, philanthrope qui nous causait dans le poste et qui nous disait mais la France est la 5e puissance économique mondiale. Ah bon? Oui, avec 6 millions de chômeurs, avec l'anarchie industrielle qui est en train de s'installer partout. Qui est-ce qui disait ça? C'est qui le grand philanthrope? Un altruiste.
Je n'ai pas retenu son nom parce qu'il y en a tellement aujourd'hui qui viennent nous faire la leçon. Donc la France peut faire ça, mais on va surcoup. Il y a une image qui s'impose à moi. On a vu récemment des bateaux avec des migrants surchargés et qui basculent. Et les migrants, tout le monde va à la mer. Spectacle détestable. Je ne vais pas dire atroce. Spectacle détestable. Spectacle tragique. Ben, enfin bon, il faudrait remonter aux causes premières. Hein. Oui. Mais c'est, à mes yeux, c'est l'image de la France. À force de surcharger la barque, à un moment donné, elle va se renverser. Alors, sans tomber dans le complotisme, Marion, nous pouvons échanger peut-être sur le fait, y a-t-il aujourd'hui des groupes minoritaires, français, européens, qui voudraient installer l'anarchie, qui peut-être, à l'occasion de troubles, s'efforcer d'arriver aux portes du pouvoir. Je ne sais pas si ce sont des groupes. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle l'oligarchie mondiale. Il y a un plan de domination et de renversement. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Je suis Monsieur Soros finance l'arrivée des migrants. Absolument. Tous ces gens ne sont pas arrivés comme ça en ayant cassé leur tirelire, c'est clair. Donc, je pense qu'il y a un projet mondial d'en finir avec les droits protecteurs des populations. Et déclencher le chaos en France, qui est quand même jusqu'à présent le pays qui a le mieux résisté. La France est le dernier pays qui a résisté à l'instauration de l'usure et du prêt à intérêt. Voilà. C'est la Révolution française qui a légalisé le prêt à intérêt parce que les rois... À un moment donné, on disait que la France était le pays où il y avait le plus de sidaïques, mais également le plus de nationalitaires souverainistes. Donc la France n'est pas le pays des extrêmes, mais c'est le pays des forts contrastes, dirons-nous. Oui, mais c'est également un pays de longue tradition chrétienne, qu'elle se le revendique ou pas d'ailleurs. Hein. Je me suis rendu compte. J'entendais Michel Onfray, pour lequel j'ai pas une passion, qui est un athée déclaré, revendiqué, et on lui posait des questions sur les racines chrétiennes de l'Europe. Et il disait, mais c'est pas d'idéologie, c'est pas un fantasme. L'Europe est chrétienne. Et il dit, moi je suis un athée chrétien. Nos racines, on peut pas nier la réalité. Aux grandes dames du journaliste qui n'était pas content, qui s'attendait à dire, mais non, mais pas du tout. Non. Onfray au moins a eu cette intelligence de dire « mais je suis un athée chrétien ». Nous baignons, nous sommes imprégnés de christianisme, qu'on le veuille ou non. Même Voltaire le reconnaissait. Voltaire, il disait « moi je crois à ce que je crois, mais je suis chrétien parce que je suis tombé dedans et puis parce que c'est comme ça ». Un mot de conclusion. Un mot de conclusion, résistance. Oui, mais la résistance comment? La résistance intellectuelle, spirituelle, morale? Spirituelle, morale, physique, tout. Politique, tout. Ça paraît difficile. Aujourd'hui, quand on voit on peut plus. Le marécage qui est devenu la droite souverainiste nationale, chacun tire à huée à dia, c'est l'incohérence, c'est le règne de l'incohérence aussi à droite. Je pense que la solution, elle est dans le cœur des hommes. Ça peut sembler un peu idiot, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui nous montreront la voie, on les a peut-être pas encore entendus. Ils vont probablement... On les entend, mais on les entend, mais on ne les écoute pas. Vous savez, il y a toute une génération qui a moins de 30 ans, qui n'a pas dit son mot encore, dont on espère... Si, alors il y en a un, vous savez, il y a le breton là qui dit des insanités impolitiquement correctes. Boris Lelay, lui... il dit pas que des insanités, alors il en dit des choses justes. Il est réfugié au Japon. Donc vous voyez quand même les voix dissidentes, Non, je pense qu'il y a toute une génération qui n'a pas mordu au mensonge du système. Et il faut voir comment cette génération va réagir. Elle ne regarde plus la télévision. Elle ne regarde plus la télévision. Elle ne croit plus aux mensonges. Elle peut basculer dans le meilleur ou dans le pire. En tout cas, l'État, je note que l'État laisse les casseurs dévaster la rue de Vaugirard ou les rues de Nantes, n'arrête personne et donc entretiennent aussi purulent une espèce d'abcès, trouble jeu inquiétant, jeu dangereux. J'ai vu 3 vagues de policiers passer, mais bon, c'était à chaque fois à plusieurs minutes d'intervalle. Donc, a priori, aucun des commerçants n'a été prévenu comme quoi ils risquaient d'avoir des soucis. Et donc, du coup, personne n'a pu fermer ses magasins. Moi, ce qui me fait peur, c'est que le conflit perdure et
il y a des guerres civiles qui commencent pour moins que ça. Je pense que le chaos est en train d'être organisé par nos maîtres. Mais voilà, qui aura le dernier mot? Merci Marion, merci à toutes et à tous, à très bientôt. Public a été la décision des représentants de 1,1%. Marion, on s'arrête, on va faire le procès de la République actuelle. C'est ça qui nous intéresse aussi. Allons-y. Madame Hidalgo nous annonce qu'elle va établir dans Paris d'abord un camp pour les réfugiés, c'est-à-dire qu'on va installer la jungle à Paris, la jungle de Calais. Alors c'est vrai qu'il y a encore le long de la Seine, il y a il y a des friches, des friches industrielles qui peuvent être occupées, mais à quel titre? À quel titre? Mais c'est plusieurs camps. Et j'entendais des gens bien intentionnés ce matin, je crois que c'était sur France Inter ou France Culture, qui nous disaient mais on va peut-être aussi réquisitionner des logements dans le 16e. Alors j'ai découvert qu'il y avait un projet de loi qui a été enregistré le 19 avril 2016, c'est-à-dire il y a peu de temps, projet de loi propulsé par le Premier ministre et par Madame Cosse, vous savez, je vois bien Madame Cosse, la grosse cocu. Il faut l'appeler par son nom, qui s'appelle Égalité et Citoyenneté. Alors, donc, c'est promouvoir la liberté des jeunes, mais qui, quand dans ces articles 30, 35, enfin entre 30 et 35, montre qu'il va y avoir une répression dure, une répression accrue, mais sévère à l'égard des municipalités qui refuseront leur quota de logements sociaux. Les logements sociaux, c'est les 400 migrants, non pas qu'on adopte par jour, mais je crois que c'est par semaine actuellement, qui arriveront d'Italie ou de Grèce, que sais-je, donc 400 migrants, mais qui vont venir s'ajouter aux 200 000 immigrants légaux habituels qui entrent chaque année en France, et aux 200 000 clandestins qui de toute façon entrent en France chaque année. Comment peut-on arrêter ça? Comment peut-on les arrêter? J'entendais le grand altruiste, humaniste, philanthrope qui nous causait dans le poste et qui nous disait mais la France est la 5e puissance économique mondiale. Oui, avec 6 millions de chômeurs, avec l'anarchie industrielle qui est en train de s'installer partout. Qui est-ce qui disait ça? C'est qui le grand philanthrope? Un altruiste. Je n'ai pas retenu son nom parce qu'il y en a tellement aujourd'hui qui viennent nous faire la leçon. Donc la France peut faire ça, mais on va surcoup. Il y a une image qui s'impose à moi. On a vu récemment des bateaux avec des migrants surchargés et qui basculent. Et les migrants, tout le monde va à la mer. Spectacle détestable. Je ne vais pas dire atroce. Spectacle détestable. Spectacle tragique. Ben, enfin bon, il faudrait remonter aux causes premières. Mais c'est, à mes yeux, c'est l'image de la France. À force de surcharger la barque, à un moment donné, elle va se renverser. Alors, sans tomber dans le complotisme, Marion, nous pouvons échanger peut-être sur le fait, y a-t-il aujourd'hui des groupes minoritaires, français, européens, qui voudraient installer l'anarchie, qui peut-être, à l'occasion de troubles, s'efforcer d'arriver aux portes du pouvoir. Je ne sais pas si ce sont des groupes. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle l'oligarchie mondiale. Il y a un plan de domination et de renversement. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Je suis Monsieur Soros, finance l'arrivée des migrants. Absolument. Tous ces gens ne sont pas arrivés comme ça en ayant cassé leur tirelire, c'est clair. Donc, je pense qu'il y a un projet mondial d'en finir avec les droits protecteurs des populations. Et déclencher le chaos en France, qui est quand même jusqu'à présent le pays qui a le mieux résisté. La France est le dernier pays qui a résisté à l'instauration de l'usure et du prêt à intérêt. Voilà. C'est la Révolution française qui a légalisé le prêt à intérêt parce que les rois... À un moment donné, on disait que la France était le pays où il y avait le plus de sidaïques, mais également le plus de nationalitaires souverainistes. Donc la France n'est pas le pays des extrêmes, mais c'est le pays des forts contrastes, dirons-nous. Oui, mais c'est égal. On sait très bien que ce soit à Calais, les No Borders, sont des gens qui viennent de toute l'Europe. Donc il y a aujourd'hui une convergence. Alors un mot là-dessus peut-être, Marion.
Je pense que c'est l'organisation du chaos. Pour ce qui regarde la révolution... c'est quand même joli, c'est l'organisation du chaos. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, avec le recul... On prépare l'anarchie. Voilà. On prépare le chaos. Je pense, par exemple, aux Marseillais, aux fameux Marseillais, qui ont été lâchés dans les rues de Paris avec... véritablement, on leur a donné tous les droits, on leur a dit, vous pouvez y aller. Ils ont brutalisé des gens, ils ont même tué un passant, sans que les autorités réagissent. C'est-à-dire que c'était absolument voulu. Et le roi suppliait l'Assemblée nationale de rétablir l'ordre et de prendre des mesures, et le roi n'était pas écouté. Ça veut dire que le chaos était organisé. Le chaos était organisé. C'est quoi organiser le chaos? Eh bien, c'est rassembler suffisamment de forces dont on sait qu'ils seront violents, qu'ils n'auront absolument aucun scrupule, et que la vue du sang non seulement ne leur fait pas peur, mais les excite, et de les lâcher sur une population qu'on aura au préalable désarmée. Alors, je voudrais mentionner la Révolution française et la psychologie des révolutions de Gustave Le Bon, qui est grand génie, qui était l'éditeur de Henri Poincaré, l'homme qui a découvert la relativité avant Einstein, et dont Einstein s'est inspiré. Gustave Le Bon lui-même, qui était aussi physicien, avait trouvé la conversion de l'énergie et de la matière. Cet homme a fait la fortune de beaucoup de personnages célèbres à l'heure actuelle. Par exemple, Moscovici, le père de notre commissaire européen, a puisé et a pillé dans Gustave Le Bon, également Emmanuel Todd. Ce qu'il y a, ça, on a tout à fait le droit d'aller s'inspirer. Les historiens, ça commence par lire le travail des autres. Voilà, mais il vaut mieux les citer. Et comme Einstein n'a pas cité Poincaré, ni Emmanuel Todd, il faut quand même rendons à César ce qui appartient à César, et non pas aux plagiaires, mais aux pilleurs ce qui leur appartient, ou à Moscovici, le fameux psychanalyste. La Révolution française et la psychologie des révolutions, c'est une lecture très particulière, très inédite. Gustave Le Bon, à cette époque-là, publie son livre en 1913. C'est un vieux monsieur. Il est né en 1841, donc il a plus de 70 ans. Et le livre donne une lecture tout à fait inédite. En appliquant les lois, il dit d'ailleurs des choses, on ne va pas détailler son livre, mais dit que par exemple, les seules idées, tout est résumé dans liberté, égalité, fraternité. Alors la fraternité, tout le monde s'en fiche, sauf peut-être Monsieur Valls qui voudrait la remettre. Monsieur Valls prépare une loi qui s'appelle un projet de loi égalité, citoyenneté. J'en dirai un mot tout à l'heure. La liberté, on s'en contrefiche, mais par contre l'égalité est un mot extraordinairement porteur. C'est nivellement par le bas, l'égalité. Voilà, le nivellement par le bas, mais c'est une espérance quasiment messianique qui aujourd'hui est toujours à l'ordre du jour. Que le peuple ne réclame jamais au demeurant. Le peuple ne réclame jamais de l'égalité. Alors, le peuple en général a des poussées, on dirait en psychanalyse des pulsions. Gustave Le Bon, qui a inventé beaucoup de choses, parle d'impulsion. Alors il veut effectivement que les choses se déblayent, mais très rapidement il en a marre. Il en a marre mot vulgaire peut-être, mais il en a marre des révolutionnaires et de ceux qui lui promettent le paradis pour demain, le paradis sur terre. Et on voit que sous la Convention, on va avoir, et plus encore sous le directeur, près de 60 départements en révolte totale. Personne ne le dit, mais le peuple, la France est révoltée contre la Révolution. Mais la Révolution, c'est le contraire du peuple. Je peux donner un exemple. Oui, Bon. Qu'est-ce que c'est? C'est une épouvante. Les gens sont obligés toutes les nuits de laisser la lumière allumée chez eux. Et ils sont susceptibles de visites domiciliaires au milieu de la nuit, d'être envoyés dans les prisons et massacrés comme... C'est une horreur. Et on paye les massacreurs. Ils sont rémunérés au nombre de cadavres. Exactement. Les massacreurs ont été rémunérés par la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'était le gouvernement issu de l'horreur, de l'atrocité du 10 août. Donc là, nous sommes début septembre. La campagne électorale va avoir lieu dans ce climat de terreur. Mais c'est pas de terreur. On n'a pas seulement peur. On est horrifié. Le sang coule dans les rues. Il y a des rues de Paris où on est obligé de... c'est de la boue.
C'est de la boue. Mais les têtes se promènent sur les pics et quand on dit, on ne se contente pas de tuer les gens, on les martyrise. On les martyrise, enfin c'est bon, je m'interdis de faire des descriptions. Non, parce que je voudrais qu'on revienne au temps présent. Donc, oui, absolument. Alors voilà, tête exposée et atrocité, ça se fait dans les rues de Paris. C'est pas. Et donc Daesh, c'est même une plaisanterie à la limite quand on compare à ce qui se passe. Ce sont des bons élèves. Ils ont de qui tenir. Donc pendant cette campagne électorale, des délégués vont donc être élus et ils vont élire les députés qui vont être ceux qui vont faire la République. Eh bien, les députés ont été élus dans la salle des Jacobins, c'est-à-dire le siège de la franc-maçonnerie, et pas autre chose. La salle des Jacobins, c'était un réfectoire d'un couvent dédié à Saint-Jacques, d'où le mot de Jacobin. C'est là qu'avaient lieu les grandes réunions, c'est là que se préparait la Révolution. Donc ça s'est fait à la salle des Jacobins, à voix haute, par appel nominal et en public. Pendant qu'on massacre à l'extérieur, mais quelle est la liberté de... Non, mais il est bien clair que lors de la Convention, les conventionnels... On est des députés parisiens, là. Oui, mais les conventionnels travaillaient dans des comités, ne venaient pas siéger, et que toutes les décisions étaient prises par une dizaine de braillards forts. C'est celui qui criait le plus fort. C'était le plus féroce, le plus brutal, c'était les Robespierre, les Hébert et compagnie, et Marat. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être un jour réhabiliter Charlotte Corday comme une sorte de Jeanne d'Arc. C'était une sorte de sainte. Normalement, il faudrait y songer très sérieusement. Nous ne parviendrons pas à démythifier la Révolution française, vous et moi. Si, ça vient. À nous seuls, non, mais il y a du monde sur le. Il y a du monde sur le. On regarde des événements d'aujourd'hui. Donc, c'était une toute petite poignée d'individus qui faisaient des lois. Parfois sous la pression d'émeutiers qui envahissaient la salle de la Convention. Des émeutiers qui étaient payés par les mêmes. Ou la commune de Paris, et la Convention d'ailleurs, comme vous venez de le dire, Marion, prenait des dispositions juridiques, adoptait des lois qui étaient remises en question, abrogées un jour ou 2 jours après. 2 jours après. Alors, je vais revenir, sur ces 7 millions de votants, seuls 700 000 se sont déplacés. Il y a eu 90% d'abstention à la Convention. C'est-à-dire que 10% seulement du corps électoral a voté pour la Convention. Au regard de la population, c'est 2,8% de la population. Eh bien, sachez que ça donnait en tout 749 députés. La République a été proclamée par une convention qui n'avait pas pris le temps de laisser venir les députés de la province. Bien sûr. Et ils avaient fermé les portes de Paris pour des raisons de sécurité. Donc, les seuls qui ont voté pour des raisons de sécurité, les seuls députés qui ont voté l'abrogation de la royauté et voté la République, ce sont les 2/5, c'est-à-dire 40% de ceux qui auraient dû siéger. Ceux-là ont été élus dans les conditions que j'ai dites, c'est-à-dire par des délégués qui ont décidé ce qu'ils voulaient la nuit et puis par acclamation. Oui, c'était la nuit debout déjà, avant la lettre. Eh bien, ces gens représentaient en nombre 1,1% de la population. C'est eux qui ont fait la République. La République... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous Marion. Bonjour Jean-Michel, bonjour messieurs. Que je n'ai pas besoin de présenter, qui est historienne, c'est aussi une femme battante et combattante pour la vérité des idées et la vérité des faits. Alors nous allons parler aujourd'hui de l'actualité. L'actualité est plus que brûlante. Je ne dirais pas que nous nous trouvons dans une situation pré-révolutionnaire, mais en tout cas nous nous trouvons dans une situation pré-insurrectionnelle ou même carrément insurrectionnelle. Que ce soit la nuit debout, il y a eu hier à Nantes des événements assez violents, mais plus encore rue de Vaugirard. Et comme d'habitude, il faut le souligner, la presse, l'agent journalistique fait
extraordinairement bien leur travail de menteurs professionnels, menteurs par omission, puisque on n'en parle quasiment pas. Alors bien sûr, il y a les inondations, c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est grave, on ne peut pas dire le contraire. Alors, Marion, allons-y, évoquons ces événements. Alors, moi j'ai regardé ce que pouvait être la horde qui s'est ruée sur des commerces rue de Vaugirard, qui est rentrée dans les boutiques, qui a terrorisé la population. Moi j'ai un regard d'historienne, ça me rappelle quand même beaucoup ce qui se passe avant la chute des Tuileries à Paris, au mois de juin-juillet 1792, quand la foule absolument chauffée à blanc, alors c'est une foule de chômeurs, beaucoup, de gens qui ne sont pas chômeurs, mais qui, par la flambée du prix du pain, n'arrivent plus à se nourrir à bon prix, donc qu'on peut facilement stipendier pour aller... on sait que celui qu'on a appelé Philippe Égalité, qui était en fait le duc d'Orléans, le cousin du roi, a stipendié énormément de manifestants. Stipendié, c'est-à-dire qu'il il est payé. Il est payé, voilà, il faut bien préciser. Il est payé, oui. Il est payé pour aller faire le coup de main, pour aller terroriser la population. Et moi, ce que j'ai vu de Vaugirard, ça m'a rappelé notamment ce qui se passait à la veille, les quelques jours avant, disons quelques semaines, une semaine, 2 semaines avant la prise des Tuileries, qui le 10 août 1792, quand les autorités révolutionnaires ont fait venir de Marseille ce qu'on a appelé les fédérés marseillais, qui n'étaient pas du tout fédérés, parce que les fédérés marseillais, à savoir la garde nationale de Marseille, étaient comme la garde nationale d'ici et d'ailleurs, elle était aux frontières. Donc ce qu'on a fait venir à Paris comme étant la garde nationale, eh bien c'était les raclures de ce qu'ils avaient pu ramasser. Oui, les bas-fonds. Hein. Les bas-fonds qu'on a amené à Paris pour semer le chaos. La racaille de la racaille. La racaille de la racaille. Ce que ça ressemble un peu à ce qu'on a vu. parlait du lumpen. Le lumpen prolétariat, voilà. Le prolétariat en haillons. Alors, c'est un qui n'était pas forcément, excuse-moi, Jean-Michel, c'était pas forcément d'ailleurs ni des Marseillais ni même des Français. Alors, j'allais y venir. Hier, rue de Vaugirard, il y avait soi-disant une centaine de casseurs. Il n'y a pas eu d'arrestation. Ils ont dû, c'est pas moi, c'est pas nous. On n'arrête jamais ces gens-là. C'est curieux. On arrête des Français tout à fait ordinaires dès qu'ils ont. Rouler à 75 au lieu de 70, vous allez voir. Voilà, c'est dramatique, c'est tragique et c'est criminel. On transgresse la loi. Mais ces gens qui ont dévasté 30, 40 vitrines de commerçants en terrorisant les commerçants aussi, c'est-à-dire que les gens ont craint pour leur vie, si j'ai bien compris. Montre bien qu'il y a des agitateurs, mais plus que des agitateurs. Alors, j'y viens, la fameuse voiture brûlée dont les images ont fait le tour de la France. On voit un gars qui manie une espèce de gros truc, il essaye de casser la vitre, qui est une vitre solide, de la voiture, du véhicule de police, mais en fait, il était américain. Oui, j'ai vu ça, c'était un américain. Alors, on va pas tomber dans le complotisme en disant que c'est un agent de la CIA, je ne sais quoi, mais en tout cas, on sait très bien que ce qui se passe à Paris pourrait ressembler à une esquisse de démarrage de révolution colorée. Il y a des gens qui sont en embuscade, comme M. Mélenchon, n'est-ce pas ? La République. La République, c'est la dictature de la minorité. Mais c'est pas seulement de la minorité, c'est de la minorité, de la minorité, de la minorité, de la minorité. Je m'explique. Mais représente le Parti socialiste. Mais d'emblée, la Première République. Comment a-t-elle été instaurée ? Alors, la chute des Tuileries, on pourra y revenir à un autre moment, mais parlons de les gens qui ont décidé de la proclamation de la République. En 1792, il y a 25 millions de Français, dont 20 millions de paysans. Voilà, on sait ça. Pour être élu au suffrage universel à la Convention, c'est une fois que le roi est tombé, la Convention, ça va être la nouvelle assemblée qui va se réunir et qui va décider du sort de la France maintenant que le roi est en prison. Voilà, c'est ça une Convention. Donc on va dire, on va sortir du suffrage censitaire qui voulait qu'on ne puisse être élu que si on possédait tant de biens. Voilà, on va démocratiser, on va dire suffrage universel. Alors universel pour les hommes, pas pour les femmes, ça fait que j'exclus déjà une bonne moitié. Il fallait avoir plus de 21 ans, ça c'est normal, plus de 21 ans, c'est-à-dire qu'on ne vote pas quand on est gamin, mais il fallait être non chômeur ni domestique. Il fallait pas être chômeur. Fallait être au travail. Alors que vraiment, l'effondrement du travail dès le début de la Révolution, c'est une catastrophe. Les gens perdent leur travail puisqu'il n'y a plus de corporation pour les... Il n'y a plus rien. Donc, c'est l'anarchie. C'est le règne de l'anarchie et de la terreur.
De la terreur. Non mais de la terreur. Incidemment, pas d'historien sans source. Une excellente source sur cette terreur, il faut lire Hippolyte Taine. Non pas la terreur, l'anarchie, le chaos. Sur lequel s'appuie beaucoup Gustave Le Bon. Hippolyte Taine. Alors qui n'est pas bon à 100%, parce qu'aucun historien n'est bon à 100%, on pourra y revenir à une autre occasion, mais Hippolyte Taine explique bien cette... Il écrivait à la fin du 19e siècle, voilà. Voilà, donc je reviens il se démarque des autres historiens. Oui, et il a été violemment attaqué par la gauche et brillamment défendu par Augustin Cochin. Alors deuxième source, Augustin Cochin, à lire, toutes affaires cessantes. Vous voulez comprendre la Révolution française. Et si l'on veut comprendre les événements actuels, on aurait intérêt à relire la Révolution, l'histoire de la Révolution française et la Révolution bolchevique de 1917. Il faudra que nous y revenions, qui s'est directement inspiré, Marx s'est inspiré de la Révolution française, comme la Révolution jeune turque à Constantinople, qui s'inspire des Jacobins, qui se revendiquent d'ailleurs du jacobinisme. Alors, je reviens, absolument. Donc, je reviens à cette fameuse élection qui va donner naissance à la République. Donc, une fois qu'on a éliminé les chômeurs, les femmes, les nains, les trop jeunes, etc., il ne reste plus que 7 millions. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel. Le suffrage universel. Il ne reste plus que 7 millions. Il ne reste plus que 7 millions d'électeurs. Voilà. Bon, mais 7 millions, ça fait quand même encore un nombre. Hein. On va dire que 7 millions va pouvoir diriger éventuellement la France. Voilà. Donc, ces 7 millions... Pour qui vont-ils voter? Ils ne vont pas élire des députés. Ils vont élire des délégués qui vont élire des députés. Suffrage universel, indirect. Et savez-vous quand se sont élus les députés? Non, les délégués. Ils sont élus en assemblée primaire qui se réunissent la nuit, pendant que les gens dorment. Mais la loi Guissot a été votée en pleine nuit. On rajoute des petits codicilles au projet de loi qui n'ont souvent rien à voir. Les lois se débattent devant des travées vides avec une dizaine de gugus qui tournent des clés pour voter. Voilà. Non mais c'est vrai, il suffit d'ailleurs de regarder certaines images à l'Assemblée nationale, on voit bien que tout est vide. Où sont nos représentants, nos fameux soi-disant députés? On va dire qu'ils dorment, ils sont certainement au restaurant, ou je sais pas, avec leur bon ami. Bon, donc ces délégués vont être élus par des assemblées qui siègent la nuit pendant que les gens dorment, et la campagne électorale, parce qu'il y a une campagne électorale, s'est faite pendant les massacres de septembre. Alors je parle de Paris là, dans les campagnes c'était bien évidemment autre chose. Je parle de Paris précisément. Paris c'est quand même 500 000 habitants. 500 000 habitants, c'est une grosse ville, c'est une métropole. Donc le sang coule à flot dans les rues de Paris. La campagne électorale se fait pendant les massacres de septembre.